dans le cadre du plan climat-énergie territorial que porte le pays. On organise des concertations. Donc les concertations, c'est sur différentes thématiques, sur par exemple l'agriculture, savoir quelle agriculture vous voulez sur votre territoire demain, pour le pays à 3V. On en organise une prochaine sur la mobilité à Méaille le 3 juillet. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de récupérer les avis, les remarques des habitants sur ces thématiques-là. Donc voilà, donc là, on vous propose une petite conférence gesticulée sur le thème de l'énergie. C'est un moyen un peu plus sympa de découvrir cette thématique-là. Donc je pense qu'on va découvrir tous ensemble. Donc notre intervenant, c'est Jean Grandin. Je pense que tu vas te présenter. Oui. Et puis, amusez-vous bien. Et on fera à la fin, il y a un petit pot, un petit verre à boire. Voilà. Ne partez pas tout de suite. Voilà. Je vous remercie. Merci au pays. Je vais me présenter, Jean Ganzorn. Alors c'est une conférence gesticulante, pas trop gesticulante quand même parce qu'elle est un peu fraîche, mais c'est surtout une machine à remonter le temps. Alors je vais me présenter, je suis ingénieur en énergie, je travaille sur l'énergie depuis longtemps et depuis longtemps je m'esquinte à essayer d'expliquer l'énergie, le système énergétique aux gens en essayant de leur faire comprendre que c'est un peu un château de sable et qu'on est bientôt à marée haute. J'en ai conclu que parler technique c'était difficile, voire un peu stérile. Alors je ne vais pas vous parler de technique trop ce soir, je vais vous parler d'histoire. Histoire pour notre système énergétique, notre mode de vie, il a une histoire. Et connaître le chemin, c'est bien de savoir d'où on vient, ça peut aider à comprendre où c'est qu'on va aller, enfin, surtout quel chemin on peut prendre. Voilà. Alors le plus drôle quand on fait des études de sciences, c'est qu'on ne fait jamais l'histoire des sciences. On apprend une légende, que généralement les gens aussi apprennent, une légende qui avait, la légende, moi j'appelle ça la légende des génies. Il y avait des hommes abrutis et d'un coup qui pataugeaient dans l'obscurité. De temps en temps, il y a des génies désintéressés, plutôt de chez nous, qui a un éclair qui trouble l'obscurantarisme et l'évidence s'impose toute seule. Voilà. Dans cette légende, on ne parle jamais du quotidien des gens, du rôle aussi orienté des innovations, de la lutte des dominés pour pousser des progrès qui leur sont favorables et aussi pour empêcher des progrès qui leur sont défavorables. Voilà. Le rôle, on ne parle pas aussi du quotidien, enfin ça j'ai déjà dit, du quotidien des gens. Alors j'ai choisi de vous faire l'histoire du quotidien des gens et pas une revue de presse des stars géniales. C'est pour ça que je vais vous parler surtout du quotidien des gens, parce que l'histoire de l'énergie a changé le quotidien de tout le monde. Alors c'est quoi l'énergie? C'est un édifice de la société moderne qui repose dessus. Ce n'est pas une marchandise comme une autre, l'énergie. C'est la condition préalable et nécessaire à la mise en œuvre de toutes les autres marchandises. C'est un facteur basique, comme l'air, comme l'eau, la terre, il y a les 4 éléments. Voilà, c'est le feu dans les 4 éléments. Alors j'ai choisi de regrouper sous le terme énergie toutes les énergies, c'est-à-dire la première d'entre elles, la nourriture. Alors vous savez, dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Alors, vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique? En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. Et dans la pratique, il y a une différence. La théorie, c'est quand vous connaissez tout sur quelque chose, mais que vous êtes incapable de le faire fonctionner. Et quand vous connaissez la pratique, c'est que vous connaissez pas comment ça fonctionne, mais vous savez le faire fonctionner. Par exemple, moi je suis ingénieur en thermique, je connais tout de la combustion des hydrocarbures dans des moteurs thermiques, mais concrètement, quand je suis en panne de voiture, je vais chez mon frère qui est garagiste. Voilà. Mais en fait, moi j'ai remarqué, plus un système, c'est comme j'ai fait une conférence aussi sur la finance, ou l'économie, plus un système déconne, plus il y a de théorie, quoi. Les théories, c'est très pratique, en fait, si on réfléchit. Par exemple, au temps des Grecs antiques, maintenant on est au temps des Grecs antoques, parce que c'est pas oublié, mais il n'y avait pas de théorie sur l'esclavage. Tu étais esclave parce que tu avais perdu. Tu avais perdu la guerre, tu avais fait des dettes, mais voilà.
avait perdu. Puis après, arrivé le christianisme. Le christianisme, avait été fondé quand même contre l'esclavage. Et concrètement, dans la pratique, il y avait les serfs et les seigneurs. Donc il a fallu inventer une théorie. Pourquoi il y avait des serfs et des seigneurs? Pour continuer la pratique. C'était la féodalité. Après est arrivée la théorie des Lumières, les philosophes, la Révolution, on est tous égaux, voilà, c'est fini, la féodalité. Mais il y avait les colonisés et les colonisateurs. Alors, il a fallu inventer une théorie, comme quoi, bon, c'était pas super, mais dans le futur, ça allait être génial. C'est un peu comme, voilà, qu'on était avant, dans le Moyen-Âge, on était certes seigneurs, c'était pas génial sur Terre, mais le paradis, le bonheur, ce serait pour plus tard. Puis maintenant, il y a une théorie comme quoi, voilà, c'est la théorie du marché qui dit qu'entre les pauvres et les riches, il faut laisser faire le marché. C'est une théorie qui dit marcher en pratique, mais en pratique, cette théorie, elle ne marche pas. Mais enfin, bon, là, je m'égare un peu. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au cours de l'histoire, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont la théorie et les revolvers, et ceux qui, en pratique, creusent. Et qui souvent croient aussi dans la théorie. Voilà, c'est important. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, c'est beaucoup plus complexe que ça, le monde, il est complexe, là, tu simplifies. Alors, c'est vrai, moi, je vais essayer de simplifier, mais j'ai beaucoup réfléchi à la complexité, et si on y réfléchit, la complexité, c'est beaucoup plus simple qu'on y croit. Et oui, la complexité, notre monde, la complexité, c'est surtout du vocabulaire de spécialistes. Voilà. C'est surtout un vocabulaire, ça fait quand même mieux de parler avec un vocabulaire de spécialiste, surtout quand on est un spécialiste. Par exemple, quand j'étais petit, moi j'adorais le capitaine Haddock dans Tintin. J'adorais ses insultes, Cercopithèque, Bachibouzouk, Australopithèque. Puis quand j'ai grandi, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas des insultes, c'était des mots de spécialistes. Donc moi, je vais essayer de ne pas vous insulter là, ce soir. Donc, je vais essayer, je ne dis pas que je vais y arriver tout le temps, de ne pas trop vous insulter avec des mots de spécialistes. Par exemple, je vais vous dire une phrase de spécialiste. Si je vous dis allez, je regarde. J'arrive pas là. Le taux de retour énergétique net des esclaves végétariens consentants est 2 fois supérieur à celui de l'herbivore domestiqué, ce qui entraîne une préférence pour l'esclavage durant l'Antiquité. Qui c'est qui a compris? Voilà. Maintenant, je vous la fais sans mots de spécialiste. Avec la même gamelle de grains, les esclaves font 2 fois plus de boulot qu'un cheval. C'est pour ça que les Romains préféraient les esclaves. Voilà. Alors, avant de commencer, juste une petite citation. C'est vrai ça? Oui, on va le voir même. Non, mais. Des esclaves. Ouais, on va le voir. À la période des Romains, vous avez voyagé dans le temps et c'est un grand chapitre l'esclavage. Voilà. Alors, c'est une conférence dont vous êtes à la fois les héros et les héros. Hein. Les héros parce que, en fait, vous allez voir, vous vivez dedans, hein, c'est pas c'est quelque chose de réel de ce que je veux parler. Et les héros parce que vous faites partie des 6 milliards ou 7 milliards qu'on est dedans, sur cette planète. Alors, juste une petite citation que j'aime bien. C'est déjà George Bush, j'aime bien. Nous avons besoin d'une politique énergétique encourageant la consommation. Cela, c'est pour le plaisir. Sinon, c'est le moins drôle. Si nous continuons à consommer le monde jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, alors certainement viendra le jour où nos enfants, les enfants ou les enfants de leurs enfants jetteront rétrospectivement un regard sur nous et sur vous et sur moi et se diront « Mais mon Dieu, quel genre de monstre étaient donc ces gens ?» Et l'autre, l'homme n'économise qu'une forme d'énergie, celle du changement. Bon, l'énergie c'est quoi? L'énergie c'est quoi? Ben, c'est vous. Oui. Et oui, l'énergie c'est la base de la vie. À quoi fonctionne notre planète? À quelle énergie fonctionne notre planète? Vraiment, le pétrole ou Non,
la source de tout. La source de tout. Hein? Non, la source, vous voyez tous les jours. Voilà. Voilà. Non, en fait, il marche au nucléaire. Notre planète marche au nucléaire. Mais à la fusion nucléaire. Mais pour des raisons de sécurité, on a préféré placer le réacteur à 300 millions de kilomètres. Voilà. C'est pour des pures raisons de sécurité. Et oui. En fait, 99% de l'énergie qui arrive vient de ce réacteur à fusion nucléaire, qui est le Soleil. Et il y en a 1% qui vient du centre de la Terre, qui est un petit réacteur à fission, pas à fusion, à fission nucléaire, qui est placé quand même à 5000 km sous nous. Donc voilà, c'est... Et on a de la chance parce qu'en fait, le cœur de la Terre est en fer. Moi j'aime bien, c'est poétique. La Terre a un cœur de fer. Voilà. Voilà. Et ça fait une bobine en fait. Si vous avez une boule qui tourne en rond avec du fer, ça fait un grand champ magnétique. Et ce grand champ magnétique, il nous protège des radiations nucléaires, enlève, on va dire, presque 90% des radiations nucléaires de ce réacteur nucléaire. Voilà. Et la couche d'ozone finit le travail. Donc, les radiations qui nous arrivent, c'est ce qu'on appelle la lumière. Voilà. C'est des radiations nucléaires, c'est la lumière. Alors, il y en a beaucoup qui nous arrivent sur Terre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie. Ça, c'est tous les... Par exemple, vous voyez, j'ai fait 1 mètre par 1 mètre, donc ça fait 1 mètre carré. C'est proportionnel. Ça, c'est toute l'énergie qui arrive vers la planète Terre. Alors, il y en a 30% qui est réfléchi, qui repart tout de suite. Il y en a 20% en fait qui part dans les nuages. Et il y en a 50% qui arrivent sur le sol. C'est pour ça qu'en montagne, il fait plus froid qu'en plaine. Parce qu'en fait, le soleil a beau être en haut, on est chauffé par le bas. On a un chauffage par le sol. Voilà. Donc, il fait plus froid. Sinon, ça serait le contraire. Voilà. Donc, il y a 50%, en fait, déjà, il y en a déjà la moitié qui est perdue. Et vous voyez, il y en a 20% qui va dans les nuages pour faire le cycle de l'atmosphère. Et sur ces 50% qui restent, vous voyez, ça, c'est les 50% qui restent. Ils arrivent sur le sol. Ben, il y en a 15%, ça c'est une moyenne, hein. Tout ça c'est des moyennes. Il y en a 15%, vous voyez, c'est proportionnel, qui est réfléchi. Alors en montagne c'est plus, quand il y a de la neige, c'est pas 15%, c'est beaucoup plus, c'est une moyenne. Quand c'est dans le désert, c'est beaucoup plus. Quand c'est dans une forêt, c'est à peu près 15%, c'est ça, c'est 15%. Et il y a tout ça qui part en chaleur. Voilà, ça fait du vent. Ça fait globalement, ça peut évaporer l'eau aussi des océans. Et après, il y a tout ça, en fait, qui est pris par les plantes. Ce qu'on appelle la biomasse, ou une forêt, comme vous voulez. Une forêt, je dis que je ne vous ai pas de gros mots. Donc, une forêt, voilà. Un arbre, il récupère tout ça avec ses petites feuilles. Et ça sert à quoi un arbre? À quoi sert un arbre? Un arbre, ça sert à pomper de l'eau. Voilà. C'est une pompe solaire, un arbre. Et globalement, un arbre, il utilise tout ça pour pomper de la flotte. Et qu'est-ce qui lui sert en fait? Juste pour... Ça, c'est pour respirer, pour fonctionner. Voilà. Et en fait, il n'y a que ça, c'est-à-dire à peu près 1%, hein. Vous voyez, ça c'est à peu près 1% de tout ça. Il y a, enfin, 1% de tout ça, je veux dire, excusez-moi. Il n'y a que ça qui lui sert à faire du bois. Voilà. Donc ça, c'est... Vous voyez, on a tout ça d'énergie et au final, il n'y a que ça d'utile. Et tout le reste, ça sert à pomper de l'eau. Alors ça va avoir des grosses conséquences pour la suite. Parce que pomper de l'eau, ça veut dire qu'un arbre ou une plante, elle a besoin d'eau pour fonctionner.
Parce que ça sert de l'eau pour tirer sa pompe. Voilà. Globalement, les 2/3 des pluies viennent des arbres. Et pas de mer. Il n'y a qu'un tiers de la pluie qui vient de la mer. Voilà. Quand dans un pays, comme on va voir en Grèce ou en Afrique du Nord, vous rasez les forêts, ça a des conséquences sur la pluie. Ça a des conséquences sur le sol, ça a des conséquences. Voilà. Mais globalement, vous voyez ça, c'est des plantes. Hein. J'ai marqué bois, mais ça peut être les plantes. Ben, de toute l'énergie qu'on a vue, vous voyez, on a déjà la moitié, ça se résume. Mais il n'y a que ça, en fait, pour manger. Parce qu'on s'en sert pour manger. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut récupérer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut récupérer, nous? C'est tout ça, c'est pour manger. Et par exemple, si vous êtes une vache, vous n'en doutez pas, mais si vous êtes une vache, et bien en fait, vous n'avez que ça pour manger sur et de l'énergie, et il va vous rester, en fait, il y en a 90% que vous n'allez pas pouvoir utiliser. Donc en fait, vous voyez, si vous vous mettez ce qu'on appelle sur la biomasse, ben vous êtes déjà sur un champ restreint. Si vous voulez utiliser le vent, vous voyez, vous êtes déjà, si vous voulez, là c'est le cycle de l'eau aussi, c'est des moulins. Donc on va le voir. Donc ça c'est les bases. Hein. J'essaie juste de poser quelques bases pour dire que, voilà, déjà, je vais faire appel à 2 personnes, voilà, vous voyez, la plus poilue, voilà, et bon, la moins poilue, voilà. Donc, voilà. Donc, je vous présente Anne de Cro-Magnon, 21e siècle. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, vous savez que entre le Cro-Magnon et le 21e siècle, eh ben, génétiquement, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous prenez un Cro-Magnon, vous le mettez au 21e siècle, il n'y a pas de problème, il aura les mêmes caractéristiques génétiques, donc il n'y a pas eu de dérive génétique depuis. Voilà, ça on le fait, hein. C'est pour ça que toutes les théories racistes ne marchent pas, parce qu'il n'y a pas de, je veux dire, les blancs, les noirs, les jaunes, ça a été fait après Cro-Magnon, donc il n'y a pas de, voilà. Alors, par contre, ils n'ont pas le même mode de vie. Donc, voilà, voilà. Par contre, ils ont les mêmes besoins. Alors, ils ont en fait, on va repartir sur les 4 éléments, ils ont 4 besoins fondamentaux qui sont les mêmes, les 4 besoins vitaux. Pour eux, ils ont plein de besoins superflus, etc. Mais peu, mais ces 4 besoins, voilà. Le premier, si vous ne faites pas pendant 3 minutes, vous mourrez. Voilà, on respire. C'est indispensable. Ça tombe bien, il y en a de partout, sauf si vous êtes sous l'eau. Voilà, mais voilà, c'est très clair. Le deuxième, boire. C'est au bout de 3 minutes, au bout de 3 jours, on meurt. On ne peut pas rester 3 jours sans boire. Alors c'est important, et boire de l'eau saine. C'est important. Chaque jour, il y a 30 000 personnes dans le monde qui meurent à cause qu'ils ont bu de l'eau malsaine. Voilà. Donc la ressource en eau et sa qualité est très importante. Après, quelque chose qu'on ne peut pas se passer que pendant 3 semaines, c'est manger, voilà. Donc se nourrir, on n'a pas une grande autonomie, quoi. On peut avoir beaucoup, comme lui, il peut trouver plein de nourriture, mais si c'est pas la stocker et que pendant 2 mois il n'a rien mangé, il meurt. Même s'il en a eu plein avant, quoi. Donc il faut que ça soit régulier. Ça c'est un vrai souci dans l'histoire. Voilà. Et le dernier, qui est important, qui est le feu, il faut avoir, vu qu'on est à 37 degrés de température anale, il faut absolument rester dans un environnement chaud, enfin tiède plutôt. Voilà. Donc on meurt de froid. Donc c'est important. Et qui c'est qui meurt surtout? C'est les enfants. Les enfants ne supportent pas, les bébés ne supportent pas le froid. Et au XXIe siècle, les enfants ne meurent pas, en Occident. Et là, on va voir, on dit là l'espérance de vie c'est 80 ans, et là on dit l'espérance de vie c'est 35 ans. Alors attention, il y a une petite erreur. Donc c'est important de se chauffer, hein, c'est très important de se chauffer. Et il y a une petite erreur, c'est que lui on dit 35 ans d'espérance de vie, mais
comment c'est composé le Cro-Magnon? En fait, les Cro-Magnons, sur 10 personnes Cro-Magnon, vous avez 2 vieux, qui ont 60 ou 55 ans, 2 adultes qui ont 30 ans, 2 enfants qui ont 10 ans, c'est schématisé, hein, mais après, 0, 1, 2, 3, voilà. Il y a beaucoup d'enfants, en fait, il y a beaucoup de bébés qui vont mourir jeunes, voilà, à cause du froid. Globalement, beaucoup à cause du froid, et pendant très longtemps. Hein. En 1709, il y a un hiver tellement froid en Suède qu'il y a un Suédois sur 3 qui meurt de froid. Il fait moins 40. Ils n'arrivent plus à chauffer. Et donc voilà. Et à cette époque-là, c'est très important. Voilà. Donc les hivers, sachant que l'homme de Cro-Magnon ou l'Homo erectus, parce que je remonte encore plus loin, l'Homo erectus, lui, il vit dans des climats qui ne sont pas des climats comme le nôtre, c'est-à-dire bien, vous pouvez vous asseoir, merci pour cette prestation. Voilà. L'Homo erectus, il vit dans un climat qui peut être glacial. Il y a eu plein de glaciations. Voilà, c'est pas simple. Qu'est-ce qui fait l'Homo erectus? Il dit quoi? Il chasse. Il chasse. Globalement, il fait de la cueillette aussi, mais c'est surtout de la chasse. Et ça tombe bien parce que lui, à son époque, vu que le climat est différent, il y a surtout des steppes. Par exemple, alors je vais surtout parler de l'Europe, hein, parce que sinon la conférence après 4 heures, si je parle de tous les cas, on va essayer de parler. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il chasse, et ça tombe bien, il y a ce qu'on appelle des grands troupeaux. Ce qu'on appelle la mégafaune. C'est-à-dire qu'il y a des. Donc, les plus célèbres, c'est le mammouth, voilà. Mais il y a aussi le tigre à dents de serpent. Tous ceux qui ont vu l'âge de glace. Voilà. Donc il y a beaucoup de troupeaux. Il y a le kangourou géant, il y a des ours d'une tonne, enfin il y a beaucoup de mammifères, très gros. Et qui sont une réserve, voilà, le paresseux qui se déplace d'une tonne, qui se déplace à 2 km/h, c'est une proie assez facile qui va vite disparaître, voilà. Et voilà. Et donc il chasse ce qu'on appelle la mégafaune. Et globalement, il travaille 2 heures par jour pour avoir à manger. Donc voilà, c'est l'Homo erectus. Donc lui, il a besoin de sa ressource, c'est à peu près, je vais vous le mettre là, donc c'est lui sa ressource en fait. Il a besoin de 3000 calories par jour pour vivre. Donc il le trouve dans la viande. Alors, en fuel, mon unité, ça va être le fuel. Hein. Voilà, c'est ça, c'est une canette de fuel. Tous les jours, pour vivre. Alors, c'est pas du fuel qu'il boit. Comme si j'ai du coca, ce qu'il consomme, c'est de la viande. Et de la cueillette, voilà. Ce qui se passe, donc, pour lui, c'est assez rentable. Parce qu'en fait, vous voyez, lui, alors, je vais faire une sorte de balance, vous allez voir. C'est que lui, cette balance, elle est assez simple. Vous allez voir, en fait, d'un côté, il va avoir la ressource, et de l'autre côté, il va avoir la population. Alors, pour expliquer ma balance, vous voyez, d'un côté, j'ai la ressource, d'un côté, j'ai la population. Si la ressource est plus grande que la population, vous voyez, c'est en bas, donc tout va bien. Si la population augmente et que ça descend, il va se passer. Voilà. Donc, moi j'avais fait bien. Toujours au point. J'ai juste le place, machin. Il a été mis au point. Voilà. En fait, vous allez comprendre la logique. C'est qu'il faut que la ressource soit plus importante que la population. Et si par exemple la population elle augmente et qu'elle descend, eh ben, il n'y aura qu'une seule solution, c'est supprimer de la population. Ça va se faire tout seul. Au cours de l'histoire, ça s'est fait tout seul.
Alors, vous voyez, il y a des crans, il y a un effet de levier, c'est-à-dire que je peux avoir la même population, mais si elle n'a pas le même mode de vie, elle ne va plus pas pareil. En fait, voilà, vous voyez, Cro-Magnon, il va être là parce qu'il a un mode de vie très simple. Puis pour l'histoire, on va finir là. Voilà. Parce que le mode de vie, il est de plus en plus. La ressource, aussi, elle peut le bouger. Comment elle peut bouger? Par exemple, l'Homo erectus, il y a 500 000 ans, avant il mangeait cru. Il s'est mis à cuire sa viande. Il a découvert le feu. Et il a su le faire, notamment grâce aussi à un champignon qui s'appelle, par exemple, ça a été ce qu'on appelle l'amadou, qui permet de vous brûler un petit peu de ce champignon et ça vous garde le feu pendant des jours. Et vous n'avez plus qu'à le rallumer. Et donc, en cuisant sa viande, en fait, au lieu d'en digérer 35% de la viande, et ben d'un coup, il a pu en digérer 70%. Donc, en fait, en inventant la cuisson d'Homo erectus, c'est comme s'il avait doublé les troupeaux. Ça va? Il a trouvé. Voilà, il a trouvé. Et donc, en fait, il vivait pas mal, quoi. Je ne vais pas dire que c'était... Mais l'homme de Cro-Magnon, déjà, bon, s'il avait passé l'enfance, c'était dur, mais après, globalement, il s'en sortait pas trop mal. Et il faisait quoi? En fait, il avait besoin de 3000 calories par jour, kilocalories. Donc, qu'est-ce qui se passe pour lui? En fait, vous voyez, il y a 30% qui ne digéraient pas. Il y en a 50% qui passaient dans ce qu'on appelle les fonctions vitales, le cœur, le poumon, etc. C'est pour chauffer, c'est ça. Et en fait, il n'y a que 20% de ce qu'on récupère, de ce qu'on mange, qu'on peut être récupéré en muscle. Voilà. On va le voir, ça a une incidence là. Donc il y a l'humain est l'animal qui a le meilleur rendement. Voilà. C'est-à-dire que vous lui donnez de la nourriture, des céréales ou il peut récupérer 20% en effort physique. Le cheval, c'est 10%. Et on va voir, ça va avoir des conséquences. Voilà. Donc, l'homme de Cro-Magnon, il vit pas mal, mais globalement, il a une difficulté, c'est qu'il est comme ça, il est quand même dans un équilibre précaire. Il n'y a pas que lui qui est un équilibre précaire. Et donc, en fait, vous voyez, quand on dépend, en fait, lui, il est déjà en flux continu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas stocker énormément de nourriture. Et il suffit qu'il y ait un troupeau qui disparaisse pour que voilà, ça se passe comme ça. Donc, même s'il a une vie qui est relativement, c'est-à-dire qu'il passe 2 heures par jour pour travailler, voilà. Et mieux que les RTT, déjà, mieux en dessous des 35 heures, mais c'est pour ça qu'on trouvera des grottes, il fera, voilà. Mais il est quand même très dépendant, donc il est très fataliste, donc ça joue sur son esprit. Il se chauffe. Il ne vit pas dans des grottes, hein, l'homme de Cro-Magnon. Ça, c'est parce qu'en fait, on a retrouvé les grottes, mais on n'a jamais retrouvé, on va dire, les tentes ou les maisons qu'il avait. C'est un peu comme si nous, on ne retrouvait rien de chez nous, puis ils vivaient dans des cathédrales, des grands. Non, leur grotte était un peu comme la grotte de Chauvet ou la grotte de Lascaux, étaient plutôt des lieux spirituels que des lieux. Voilà. Il se déplaçait à pied. Il n'avait pas. Il avait moins de maladies. Les maladies vont arriver avec l'élevage. Et il y avait en France, il y avait entre 50 000 et 500 000 habitants. Voilà. Donc il avait besoin d'espace. C'était des petits groupes, pas plus de 30 ou 50 personnes. Voilà, c'était pas des grands. Il n'y avait pas de. Voilà. Donc ça, c'est l'homme de Cro-Magnon. Alors. L'homme de Cro-Magnon, voilà. Donc, voilà, je vous dire voilà, tout ce qu'il a chassé. Il a chassé le mégalomyx, le bison lathriphodon, le cymolodon, le rétile de Steller, le mammouth laineux, voilà, le camélope, c'était pour vous donner un peu des gros mots, le castor géant, le sanglier, le lion américain. Donc, il n'a pas que fait chasser, il s'est fait chasser lui aussi. Voilà. Et la première révolution énergétique, c'est l'Homo erectus qui invente le feu. Et pour chasser, c'est beaucoup plus pratique. D'un coup, ces enfants, ils n'ont pas froid
Voilà, c'est une grande avancée. Les enfants qui ont moins froid, ça veut dire qu'ils peuvent se développer, ils peuvent chasser, ils peuvent faire peur aux bêtes sauvages. Et il va se répandre, l'homme de Cro-Magnon va se répandre dans le monde entier. Même aller jusqu'en Amérique ou aller traverser, on va dire, en Polynésie, hein, parce que c'était colonisé il y a plus de 10 000 ans. Et donc, il invente aussi les harpons, les pièges, les arcs, les flèches, le propulseur à lance, c'est-à-dire qu'il a un propulseur pour lancer les lances, il peut lancer très loin. Les flèches empoisonnées, voilà. Seulement, il va avoir un problème, c'est qu'il petit à petit, il y a deux phénomènes, c'est qu'il y a la déglaciation il y a 10 000 ans, le climat de la Terre change, ce qui fait qu'elle se couvre de forêts, donc les troupeaux qui se nourrissaient sur les steppes disparaissent. L'homme de Cro-Magnon, qui était quelques millions, combien c'était, oui, qui était à peine 1 million sur la Terre devient à plusieurs dizaines de millions sur Terre, il chasse trop, et la mégafaune, voilà, disparaît. Donc il y a des troupeaux qui disparaissent. Alors on peut voir ça aussi comme la première crise énergétique. Voilà, la première crise énergétique, c'est sa ressource qui est en train de disparaître, le climat qui est en train de changer. Alors d'une crise, on peut répondre, il y a 3 réponses possibles. Il y a la migration vers des terres vierges, il faut qu'il y ait des terres vierges existent, il faut savoir aussi se déplacer. La migration vers des terres occupées, c'est plus compliqué. Ça fait, voilà, vous voyez la Palestine, quoi, c'est pas toujours simple. Et il y a la révolution du mode de vie et de production. Là, c'est la 3e méthode. Et il y a 10 000 ans, va lentement se déployer, ça va prendre du temps, hein, la deuxième grande révolution de l'énergie, après l'invention du feu, sur plusieurs continents. Il y a 2 continents qui ne communiquent pas sur Terre, mais jusqu'à Christophe Colomb, c'est l'Amérique et l'Europe, l'Afrique et l'Asie, qui elles communiquent, même si il y a des inventions qui mettront 2-3 000 ans pour venir d'un côté à l'autre, entre l'Europe et la Chine, enfin, plutôt de la Chine à l'Europe. Mais l'agriculture va être inventée aussi en Amérique, plus tard. Voilà. Alors, ça va changer complètement le mode de vie. C'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon, voilà, il va devenir, moi je vais classer le romain, le paysan. En fait, lui, il va avoir un mode de vie complètement différent. C'est qu'il va falloir qu'il travaille 12 heures par jour. Donc investir beaucoup d'énergie pour en récupérer. L'avantage, vous voyez, ça c'est le paysan. Donc, vous voyez, lui il va falloir qu'il déploie 800, au lieu de 600, il va falloir qu'il déploie 800 calories de muscle. Mais la conséquence, vous voyez, c'est qu'il ne va pas falloir qu'il mange à 3000, il va falloir qu'il mange à 4000. Voilà. Vous voyez, c'est parce qu'il y a tout ça, il y a un rendement. Donc en fait, le paysan, il va beaucoup travailler pour planter, et ça va changer complètement sa mentalité, parce ça va être un créateur maintenant. Avant, le Cro-Magnon, il était dans la nature, dans un cycle. Il était fataliste, on connaît peu l'état d'esprit des Cro-Magnons, mais il était quand même très relié sur ce qu'on voit dans les grottes, il était très relié avec la nature, tandis que, voilà, et ce qu'on sait à peu près, c'est qu'il y avait une hiérarchie, mais qui était moins pesante chez l'homme de Cro-Magnon. Et là, va arriver ce qu'on appelle la révolution du néolithique, excusez-moi du gros mot, mais j'en ai employé quelques-uns. Et d'un coup, l'homme est créateur. Les insectes, les plantes sont rangées entre bonnes et mauvaises. Les dieux, ils partent dans les étoiles au lieu d'être dans les arbres. La propriété devient la règle. La propriété aussi du sol. Chez Cro-Magnon, il n'y avait pas de propriété du sol. Les sociétés se hiérarchisent et se spécialisent. L'homme domestique les plantes et les animaux. En même temps, c'est les premières grandes épidémies. En domestiquant les animaux, en vivant avec eux, il y a des maladies qui vont se transmettre des animaux, notamment du cochon, du cheval, etc. à l'homme. Et ça va être les premières grandes épidémies. Mais l'homme s'immunise petit à petit. Sauf les Indiens d'Amérique, pour la bonne raison qu'ils ont
ni chevaux, ni bœuf, ni cochon. Voilà. L'Indien d'Amérique, c'est Espagnol qui appellera cheval chez l'Indien d'Amérique. Donc, alors quand vous avez la ressource et la ferme. Donc quand vous avez en fait quand vous devez produire, il se passe une chose quand vous devez produire de l'agriculture, il faut, ça c'est indispensable, il faut déforester. Ça va être la grande chose. Je vais changer l'autre. Pour produire, il faut déforester et il faut surtout, les plantes, elles ont besoin de quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont besoin de beaucoup d'eau. 1 kg de blé, c'est 500 kg d'eau. Voilà. Vous avez besoin de 500 kg d'eau pour faire 1 kg de blé. Donc pour faire 1 kg de farine, vous avez presque besoin d'une tonne d'eau. Donc arroser, c'est produire de l'énergie. Voilà. Et si vous faites un canal d'eau pour arroser votre champ, eh ben, vous allez améliorer vos rendements. Mais il faut que vous ne dépensiez pas plus d'énergie pour fabriquer votre canal que ce que ça va vous rapporter. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont être impossibles et qui le deviendront après quand on trouvera des énergies fossiles. Alors une petite remarque pour plaisir biblique, hein, l'homme a perdu son paradis, il doit travailler durement. Dans la Bible il est écrit la terre est maudite pour toi, c'est avec peine que tu mangeras tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi ronces et épines, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Voilà. Et la Genèse, voilà, c'est un peu raide. Voilà. Le mot travail vient du latin tripalium, torture. Voilà. Donc voilà, c'est un monde. Cette révolution de l'énergie va entraîner une révolution complètement sociale. Voilà. Alors je vais juste parler un peu des Égyptiens là. Alors, en Égypte, vous voyez, s'il y a un endroit qui est très pratique pour faire l'agriculture, c'est quand vous avez du soleil, un fleuve, vous pouvez vous arroser dessus, voilà. Vous pouvez, et qui en même temps, toutes les inondations qu'il y a en Égypte, c'est au mois de juin, vous amènent du limon. Voilà. Donc vous avez l'engrais. Et les Égyptiens, ils ont la chance d'avoir le Nil qui coule du sud au nord et le vent qui est du nord au sud. Donc ils vont découvrir quelque chose de très pratique qui va faire que ça va être les premiers à sortir l'énergie de la biomasse des plantes. Ils vont utiliser l'énergie du vent pour remonter avec des bateaux grâce au vent. Voilà. Et redescendre avec le courant. C'est pour ça que les Égyptiens vont pouvoir faire la première chose qu'on sait faire, c'est-à-dire se déplacer. Parce que quelque chose que je n'ai pas dit sur le Cro-Magnon, mais ça me semble évident, c'est qu'il fait tout à pied. Hein, voilà, il n'a pas inventé la roue, il n'a pas domestiqué, voilà, le chien. Le seul animal qu'il a domestiqué, c'est le chien, qui est issu du loup. Quand vous voyez un chihuahua, son ancêtre, c'est le loup. Bon, voilà. J'ai vu mort au loup partout. Mort au chihuahua, non, c'est bon, mais je m'égare là. Voilà. Donc en fait, le romain, enfin je dis le romain, c'est l'égyptien, enfin c'est le néolithique, c'est tout ce qu'il y a avant le Moyen-Âge. En fait, ce qu'il va inventer, alors c'est la ferme, hein. Je me trouve une ferme. J'ai mis une ferme, voilà. Une ferme. Il va inventer le bateau, vous voyez. Comme ressource, il va avoir la ferme, le bateau. Alors vous dites, pourquoi le bateau c'est une ressource énergétique? Parce que quand vous avez un bateau, vous pouvez transporter de la nourriture. Si vous pouvez transporter de la nourriture, vous pouvez aller dans un endroit qui en a beaucoup, à un endroit, donc ça aide. Quand vous avez en fait, vous avez de la nourriture, c'est important de la stocker. Pour la stocker, vous allez faire les Cro-Magnons, c'est déjà la poterie. Voilà, faites de la poterie. Si vous vous amusez à faire de la poterie avec une terre qui
plein de minerais de fer, vous allez retrouver du métal. La métallurgie est la fille de la poterie. Donc ça va suivre. Et dès qu'on trouve le métal, après il y a l'âge de bronze, je ne ferai pas toute la liste. Mais le métal va nécessiter beaucoup de bois. C'est pour ça que je vais en parler, beaucoup de bois. À l'époque des Romains, pour faire 1 tonne de fer, il faut 1 tonne. Non, pour faire 1 kilo de fer, il faut 1 tonne de bois. Voilà. Si vous avez une épée de 15 kg, vous voyez, il a fallu 15 tonnes de bois. À cette époque-là, le fer, c'est pour l'argent. C'est pour les militaires. Et ça restera jusqu'au Moyen-Âge. Donc, l'avantage avec ce système-là, c'est que, même si on doit travailler beaucoup, c'est qu'on peut multiplier les ressources. Vous voyez, je décale un peu, les ressources sont plus importantes. Donc la population va pouvoir augmenter. La population, elle va passer par exemple, de quelques, j'en étais à quelques dizaines de millions, en Europe, on passe à une centaine de millions au temps des Romains. Quoi. Voilà. Donc Rome, c'est 100 millions. Alors, le bateau, en inventant le bateau, là je l'ai mis dessous, on va changer la géographie. En fait, vous allez voir, l'énergie va changer la géographie. Marseille, pour aller de Marseille jusqu'à Rome, on met 3 jours. Pour aller de Marseille jusqu'à Besançon ou alors Paris, on met 1 mois. Les choses qui sont proches, c'est pour ça que la Méditerranée, c'est la mer du milieu, c'est pour ça que les Romains se saxent autour, et que toutes les grandes villes vont être soit portuaires, soit près d'un fleuve. Donc ça, c'est... en langue égyptienne, on ne dit pas voyager, on dit remonter ou descendre le fleuve. Les Grecs deviennent les champions des bateaux. Ils allient la rame avec la voile, donc ce qui leur permet d'avoir, quand il n'y a pas de vent, on peut remonter, parce qu'on n'a pas le gouvernail, on ne sait pas encore bien remonter le vent, comme on saura le faire plus tard. Donc, mais ça va être un moyen de transport. En fait, les Grecs vont être les premiers à se spécialiser dans les échanges, donc ils vont se mettre, jusqu'à présent chaque région est complètement autarcique, donc on échange un peu, mais les Grecs ils vont faire de l'huile, du vin et du bétail, ils vont échanger ça contre des céréales, ils vont faire la guerre pour avoir les marchés, et qui dit la guerre, dit déforestation. Et aussi pourquoi ils vont vouloir faire la guerre, pour avoir des esclaves, parce qu'à cette époque-là, on se rend bien compte que si vous avez besoin de puiser de l'eau dans un puits et que vous faites tourner des bœufs ou des chevaux, et ça va vous manger 2 fois plus de céréales que si vous faites ça avec des humains. Donc, l'esclave est très rentable. Et Rome va être basé sur l'outil énergétique de Rome, c'est l'esclave, le premier. Ça tombe bien, les Grecs ont à peu près 100 000 esclaves, les Romains en auront plusieurs millions, voilà, surtout l'Empire. On invente les poulies, on invente les leviers, on invente le treuil. On sait faire entre l'Espagne et la Syrie, on met 25 jours en bateau. En 25 jours, avec des bœufs, vous faites 120 km. Voilà. Donc c'est très important, en fait. Rome se développe et Rome invente la première chose, invente la première chose qui est la ville. Voilà. La ville, 1 million. Rome a 1 million d'habitants qui sont ravitaillés par, j'avais noté le chiffre, il y a 12 000 bateaux par jour qui arrivent à Rome pour ravitailler Rome. On mange des huîtres de Normandie, des roses d'Égypte. Voilà, c'est la première. Rome ne paye pas ce qu'il achète. C'est des tribus. Voilà, c'est assez. Il y a d'autres villes qui sont beaucoup plus petites, par exemple Lyon et Vienne, qui sont les capitales de la Gaule, il y a 10 000 habitants. Enfin, on est sur des. Rome est très spécial, c'est pour ça qu'on parle de Rome. Rome restera. Pour la petite histoire,
verra 1000 ans plus tard combien il y a d'habitants à Rome. Je vous le dis tout de suite, il y en a 10 000, 1000 ans plus tard. Voilà, c'est quelque chose, parce que ravitailler une ville avec des bateaux, c'est essentiellement des bateaux, ah oui, pour les Romains, il y a 3 formes d'outils. Les outils doués de parole, les semi-parlants et les muets. Voilà. En fait, c'est assez rentable pour les Romains, les conquêtes sont rentables parce que ça fait quand ils gagnent, quand ils conquièrent un pays, c'est-à-dire ça ramène des esclaves, ça paye des tribus. Donc c'est une sorte de logique qui va seulement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Romains vont tellement envahir une vaste. Vous voyez, c'est presque toute l'Europe et l'Afrique du Nord. C'est qu'ils vont avoir du mal à financer et à financer. C'est très loin. C'est-à-dire qu'après, pour transporter des troupes, il va falloir alimenter aussi toute l'armée, qui va coûter très cher en énergie. Les guerres utilisent beaucoup de métal. Rome invente les ouvrages hydrauliques, alors le pressoir à vis, le pétrin dans la boulangerie, le verre aussi, il y a un gros progrès de pouvoir mettre les vitres. Alors, on a souvent des norias aussi, de ce qu'on appelle la noria, et la cage d'écureuil. C'est un peu les outils énergétiques. Alors, noria, c'est pour pomper de l'eau. Donc, c'est fait soit par des mulets. Rome, aussi l'invention, c'est que vous avez remarqué si vous allez sur le GR20 en Corse, si quelqu'un l'a fait, vous faites du 3 km/h. Pourquoi? Parce que le GR, il est comme ça. Alors que sur un bon sentier, on fait du 6 km/h. Voilà. En fait, c'est important aussi la route, l'état de la route. Si par exemple vous avez un cheval et que la route est mauvaise, vous ne pouvez pas le charger de la même manière. Pour les Romains, ce n'est pas des chevaux, parce qu'ils ont il y a le garrot qui les sert, ils ne peuvent pas beaucoup transporter. On utilise plutôt les bœufs, qui vont très lentement. Et pour aller plus rapidement, les Romains font le premier réseau de voies romaines, ce qui leur permet de déplacer des troupes à 10 km de moyenne. C'est pas énorme, mais pour l'époque, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on peut faire 100 km, une troupe peut faire 100 km dans la journée, ce qui paraît énorme. Les Romains produisent 85 000 tonnes de fer vers le IIe siècle. En 1700, on en fera à peine le double. Voilà. Donc les forêts reculent partout. On coupe des forêts. Alors voilà, ce qu'on va couper, voilà, ce qui va manquer dans la ressource, c'est normalement, pour mon effet, il m'en faut plusieurs. C'est que pour maintenir Rome, a besoin de maintenir la guerre. La guerre coûte cher en énergie. Il n'y a pas plus coûteux en énergie que la guerre. Donc, voilà, chaque fois j'ai pété la gueule. Vous voyez, donc ils vont raser des forêts. En Afrique du Nord et en Grèce, dans tout le pourtour méditerranéen, la forêt a quelque chose de spécial, c'est que si vous la rasez, elle a beaucoup de mal à repousser. Si derrière vous mettez des chèvres, donc en fait la ressource va diminuer et Rome va s'effondrer. Pour un problème aussi énergétique, c'est qu'ils ont épuisé leur sol, ils ont épuisé ils ont épuisé les forêts, ils ont épuisé l'Afrique du Nord surtout, qu'ils ont déforesté. Et c'est la première. Alors il y a beaucoup de. La forêt est vraiment la première ressource. Alors les Romains, ils aiment la pierre, ils aiment la clairière. La forêt est un lieu de barbare. La chrétienté qui suivra Rome et qui reprendra le flambeau de Rome gardera ses habitudes. Alors le climat est moins bon aussi, la population crève de faim, donc la population va beaucoup baisser. Va arriver le Moyen-Âge où la forêt va recouvrir le sol. Et le Moyen-Âge ne va pas changer grand-chose par rapport aux Romains. La consommation, vous voyez, alors on a doublé. Voilà. La consommation, c'est par l'utilisation du bois. Donc on est passé globalement d'une canette à 2 canettes par jour. Les Romains inventent quelque chose qu'ils vont peu utiliser parce qu'ils étaient habitués aux esclaves, c'est le moulin à eau. Ils vont quand même l'inventer et ils vont le découvrir, mais il sera vraiment utilisé qu'au Moyen-Âge. L'avantage, quand vous avez un moulin à eau, c'est que ça vous fait le travail d'à peu près
20 esclaves, vous n'avez pas besoin de le nourrir. Parce que l'inconvénient de l'esclavage, c'est que vous êtes quand même obligé de les nourrir. Voilà. Et c'est important aussi que l'esclave soit consentant. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que si les esclaves ne sont pas consentants, c'est pour ça qu'on fait régner un peu la terreur, c'est que vous êtes obligé de nourrir aussi les gardiens. Donc, les gardiens. Les capitaines. Donc, c'est vraiment important. Pendant ce temps, je vous parlais aussi, en même temps se passe la Chine. En Chine, on développe un autre... vous voyez, ça, c'est une sorte de modèle un peu colonial qui s'épuise à force, parce qu'il n'a plus de ressources à coloniser. C'est la Chine. La Chine, elle, va développer le riz. Et le riz, c'est 3 récoltes. Les Romains, quand ils plantent un grain de blé, ils en récoltent à peu près 5, 10 les bonnes années, 2 les mauvaises. Les Chinois, eux, ils vont faire 10 fois plus. Grâce au riz. Ils font 3 récoltes par an. Et c'est un travail d'irrigation qui est épuisant. Les Chinois, ils n'utiliseront pas l'esclavage. La population va beaucoup travailler. Il y a une redistribution régulière des terres. Voilà, l'Empire romain est aussi quelque chose de très hiérarchique avec une concentration. C'est des grandes fermes. Des grandes fermes qui appartiennent à des nobles. Voilà, les Chinois vont inventer 1500 ans avant les Romains le collier d'épaule qui laisse respirer le cheval. Le semoir qui permet d'économiser 10 fois de la graine. Ils vont faire des canaux de 500 km. Les navires à compartiments étanches, la boussole, le gouvernail, l'utilisation du charbon 1000 ans avant Jésus-Christ. Car ils ont découvert que pour faire de la métallurgie, et nous on va attendre le Moyen-Âge, c'est que quand le bois manque, parce qu'en Chine le bois manque à cause de l'agriculture, c'est qu'on peut utiliser le charbon. Le problème du charbon, c'est que dès que vous creusez et que vous récupérez du charbon, c'est pas qu'on ne le trouve pas en Europe, on trouve du charbon, c'est comment le pomper l'eau, parce que l'eau s'envahit. Et donc ça sera un problème qu'on va résoudre en 1700. Voilà. Alors le modèle chinois est beaucoup plus stable et l'Empire va rester jusqu'en 1913. Voilà. La différence, l'Empire romain s'effondre en 500. L'Empire chinois, il va bien. Voilà. Donc arrive le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge va se caractériser, en fait, le Moyen-Âge va se caractériser, vous voyez, on passe de 5000, donc l'équivalent d'un demi-litre à 1 litre, donc on double quand même la ressource énergétique. Comment on la double? En fait, c'est qu'on va utiliser vraiment, on va utiliser le moulin à eau. Voilà, moulin à eau, 500 000 moulins à eau au Moyen-Âge. On va aussi améliorer un peu l'agriculture. Donc on fait des jachères, on améliore l'agriculture. On améliore aussi un peu les bateaux et on améliore aussi il y a des améliorations un peu de tout. Seulement, donc c'est surtout les fermes. Voilà, je vais récupérer mes fermes. Donc les fermes, la métallurgie, les forêts, les bateaux, c'est à peu près ça les ressources. Surtout en fait, le Moyen-Âge va voir un peu disparaître l'esclavage et va développer l'énergie aussi, les moulins à vent. Voilà, les moulins à vent qui vont apparaître. Donc ça va permettre d'économiser. Vous voyez, on va sur une énergie qui est beaucoup plus simple, et surtout qui ne coûte rien en fait, qui ne coûte pas grand chose. Les paysans qui ne voyaient pas la couleur du fer, vous voyez, c'est des choses qui vont se renforcer, c'est que les paysans à Rome ne voyaient pas le fer parce que c'était trop coûteux en bois et en énergie. Là on a amélioré, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, au lieu d'avoir une tonne, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près 4 fois moins. Il faut 4 fois moins de bois pour faire du fer. Donc ça se démocratise. Les paysans peuvent l'utiliser, donc ils peuvent faire des outils beaucoup plus performants, des charrues, des semoirs. Voilà. On trouve que le collier pour les chevaux, donc on arrête d'utiliser, souvent c'était les femmes qui servaient ou les bœufs, soit les femmes, soit les bœufs qui servaient pour faire les labours. Voilà. Donc
peu. Hein. C'est une blague. Non, non, c'est pas une blague, c'est des humains, oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça va se démocratiser. Le cheval va être ferré, hein. On peut le ferrer, on peut lui mettre un collier, on peut lui faire tirer beaucoup plus, il va remplacer, donc il va pouvoir remplacer. On va coupler les moulins avec les forges, donc on s'aperçoit qu'en fait, si on chauffe, ouais, c'est très important, ça. En fait, la métallurgie, ça dépend de la température de de la chaleur. Donc, par exemple, si vous faites un feu, vous êtes à 350 degrés. Si vous êtes dans un poêle, vous êtes déjà à 800 degrés. Si vous êtes dans une forge et que vous soufflez, vous pouvez monter à 1000, 1200 degrés. Donc, plus vous pouvez monter fort, plus vous pouvez faire des métaux qui sont performants. Voilà. Ça, c'est la métallurgie est vraiment dépendante de la température de chauffe. Et le jour, alors on a vite compris que vous pouvez souffler avec un soufflet. Le jour où quand vous mettez un humain, c'est comme maintenant, ça vous coûte. Quand vous mettez une machine, ça vous coûte moins cher. Voilà. Donc on va engloutir les forêts. Le paysan éleveur a un ennemi, c'est la forge et les verreries. Donc c'est dans les forêts que vont se développer les verreries, les forges. Voilà. L'industrie est dans la forêt. On ne peut pas transporter le bois, c'est trop compliqué. Sauf quand il y a des fleuves, comme l'Adurance, ou les grands fleuves, on va alimenter, alors là, on va pouvoir transporter le bois. Mais globalement, c'est plus simple de fabriquer des choses près de la ressource et de le transporter. Dans notre période actuelle, c'est le contraire. Mais c'est même très compliqué maintenant. Alors on cuit au bois, on chauffe au bois, on marche à pied avec la mule, on transporte avec des chevaux, hein, il faut des céréales. On construit des canaux aussi pour l'eau, mais il faut des céréales. Alors un cheval peut maintenant tirer 1 tonne au lieu de 500 kg chez les Romains. Mais il y a beaucoup moins de voies romaines qui sont dégradées. On utilise le mulet. Le mulet, là on invente le mulet, c'est vraiment le 4x4 de l'époque. Hein. Voilà. Les chariots ont un essieu mobile. On abandonne le bœuf pour le cheval. Il y a maintenant des freins sur les chariots, voilà, ce qui fait beaucoup moins de morts. Le seul transport pas cher, hein, ça reste le bateau. Alors les pays du nord de l'Europe, vous voyez, dans le Moyen-Âge, la ressource c'est quand même l'eau, les moulins à eau, et aussi après les moulins à vent. L'Europe du Nord a un gros avantage. Double avantage, c'est qu'elle est humide, il y a de l'eau. Parce que quand il n'y a pas d'eau ici, par exemple, là, on ne peut pas faire tourner les moulins. Voilà, on s'arrête. Et en plus, il y a des fleuves, si vous avez visité un peu l'Europe du Nord, il y a des fleuves partout, donc on peut transporter les matériaux. Donc ça fera la richesse de l'Europe du Nord, qui est beaucoup plus... Il y a un problème quand même, il va vite avoir un problème, il faut que je change les bonhommes. Il va y avoir vite un problème qui va être la forêt. On va tellement déforester qu'on va appeler... En fait, les Romains avaient laissé le mot sylve, la sylve, les sylvains, les gens qui habitent voilà, c'était le mot de la forêt. Ça appartenait à tout le monde, comme l'eau, comme l'air, ça apparaissait. Et le mot forêt est apparu au Moyen-Âge, ça veut dire exclure. Forêt en latin, ça vient d'exclure. C'est quand la forêt a commencé à avoir un propriétaire, parce que c'était une ressource importante et qui devenait rare. C'est qu'autant il y avait beaucoup de forêts et qu'on a beaucoup coupé au Moyen-Âge, ça a été, on va dire, la matière première de base, la forêt. Mais à force de la couper, on est arrivé à saturation. Alors il y a la guerre de 100 ans qui va enlever beaucoup de la saturation des gens. Donc la guerre de 100 ans tue un tiers de l'Europe. Enfin, pas la guerre de 100 ans, excusez-moi. La guerre de 100 ans et la poste et la... Excusez-moi. C'est là qui travaille à la poste. Mais voilà. Ça va tuer un tiers des gens, mais ça va poser de problème. Mais en 1500, le Moyen-Âge européen, pas chinois, se retrouve dans une crise énergétique. Il y a trop de monde, il y a trop de gens. Comme je vous ai dit qu'il y avait 3 solutions. La solution que va trouver l'Europe pour son problème énergétique, ça va être de coloniser. Voilà. Ça va être de coloniser, trouver des territoires. Parce qu'en fait, on va trouver en Amérique un territoire pas tout à fait vierge, mais vu que les gens ils crèvent à cause des maladies qu'on leur transmet,